Passage du Nord-Ouest a commencé en 2002, la rencontre d'amis libraires qui avaient pour passion la littérature et avaient dans l'idée disons que chacun de leur côté avait un projet, une traduction d'un texte contemporain portugais qui fut un best-seller à son époque à Lisbonne, c'est-à-dire dans les années 70, Ce que dit Molière d'Inés Machado. L'idée en était venue à Ingrid, l'une de ses libraires, la fondatrice de la maison d'édition. Et elle avait fait en sorte que ce projet aboutisse en montant une association avec un autre ami libraire, Georges Bourgueil, qui comptait publier Le Parnasse des poètes satiriques, un texte du XVIIe disparu. Donc la maison d'édition s'est créée comme ça. Et puis en plus, après, je suis arrivé. J'ai proposé les textes d'Enrique Villamatas, on s'est pris au jeu, parce qu'il y a eu une bonne réception de la presse, il faut dire tout de suite. Et ça nous a aidés, on s'est pris au jeu, on a continué, on est devenu, on va dire, éditeur professionnel comme ça, quoi, un peu par passion du livre, en tant que lecteur, voilà. Et c'est vrai que ça fait maintenant 11 ans, et en 11 ans, c'est quand même une belle aventure qu'on a envie de poursuivre. Donc voilà, malgré toutes les difficultés, mais c'est passionnel. Alors on a développé dès le début une collection de littérature baroque, XVIIe siècle, et puis des traductions contemporaines d'auteurs, on va dire que nous on estime importants, au moins connus. On a commencé par Villamatas, on est parti beaucoup vers l'Amérique latine, avec des gens comme Sergio Pitol, Sergio González Rodríguez, des Argentins. Le premier Argentin vraiment à se faire connaître du monde latino américain, ça a été Rodrigo Fressan à la fin des années 90, avec Gallimard, avec Le Seuil. Et puis nous, on pensait qu'il y avait d'autres textes qui pouvaient être mis en avant. On a fait un travail complémentaire avec Le Seuil et ça a apporté ses fruits. Donc c'était une première reconnaissance, quoi. Ce texte est quand même assez important pour nous. Mantra de Rodrigo Fressan, voilà, qui a été un de nos plus gros tirages. Donc là c'était une belle réussite et puis surtout c'était une belle façon de conjuguer ce que nous on estime être la littérature contemporaine dans ses expériences. Donc c'était bien, quoi. C'était un texte vraiment jouissif et mystérieux, quoi. Donc on a poursuivi avec quelques autres livres remarqués, dont Les Lances rouillées de Juan Bennett. On a repris le travail qu'avaient fait les éditions de Minuit à une époque sur Juan Bennett, avec sa traductrice titrée Claude Murcia. Donc là aussi, ça a été quelque chose de très important pour nous, parce que en plus de ça, c'est là qu'on a commencé aussi à travailler la facture de nos livres. Dès le départ, on a mis beaucoup d'importance à la réalisation des ouvrages, on a beaucoup travaillé sur les iconographies, on s'était dit que c'était un champ pour nous d'exploration là aussi, des idées, mettre une photo, une peinture, donc on est beaucoup là-dedans. Et là on commence à travailler petit à petit sur la facture des livres avec un graphiste qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Luc Volant et qui fait des choses très chouettes, et puis on le laisse partir, et là on a abouti à des ouvrages de ce type. Un ouvrage à paraître au mois d'avril, Atomic Aztec de Seychou Foster, un Américain, Californie. Voilà, on continue notre exploration du monde contemporain, littéraire, étranger. En même temps, on essaie de partir aussi sur un champ dans la réalisation des ouvrages. Il est très clair que notre façon d'aborder les sujets dans ce rapport qu'ils ont avec les maquettes, c'est de l'ordre du ressenti personnel, de l'échange entre trois personnes. Et donc ça commence déjà du point de vue d'une lecture, c'est évident. Mais ce qui nous intéresse après, c'est de ne pas parler directement du sujet, c'est juste l'aborder par une iconographie, par quelque chose qui, voilà, laisser un champ, et puis surtout un champ d'expérimentation, comme je pouvais le dire tout à l'heure, à quelqu'un qui sait faire ça et qui, voilà, et qui arrive à travailler par petites touches
C'est toute une évolution, c'est toute une étude de ce qui peut se dérouler autour de nous. C'est un rapport complètement différent, quoi. Voilà. Donc au départ, des textes baroques, une collection baroque. Voilà, dans la droite ligne du Parnasse des poètes satiriques, le premier ouvrage, le caquet des accouchés. Donc des textes complètement disparus, ça va jusqu'à Amadis de Gaulle, pour la première fois la traduction française du XVIIIe siècle, les 4 premiers livres réunis en un seul volume. Donc là, c'était littérairement pour nous, c'était très important aussi comme réalisation. Donc ça, c'est pour les baroques. Et puis sinon, c'est une collection de traductions contemporaines, donc des textes qui vont des années 1960 à nos jours, avec à l'intérieur même, je dirais, une sous-collection qui s'appelle Shortcuts. Il s'agit des romans qui ont inspiré certains grands films de l'histoire du cinéma. Et bien, comme par exemple le dernier qui vient de sortir, Les Proies de Thomas Cullinan, film adapté au cinéma par Don Siegel, avec Clint Eastwood, histoire d'un soldat nordiste blessé recueilli dans un pensionnat de jeunes filles sudistes. Un roman absolument étonnant dans sa facture et dans le contexte historique dans lequel ça se passe. Le premier qui avait marché, c'était Warlock de Oakley Hall. Donc ça, c'était aussi très important. Voilà, les collections, c'est à peu près ça. Alors, on a toujours des ovnis, comme Les Exploits d'Engelbrecht, donc un livre absolument inclassable, hors collection, Les aventures d'un boxeur nain surréaliste, écrit par Maurice Richardson en 1950 à Londres. C'est les aventures d'un nain boxeur qui se bat essentiellement contre des horloges comtoises, mais qui est aussi un des membres émérites du club des sportsmen surréalistes, où tous les sports sont des sports absolument improbables. Et bien sûr, Engelbrecht, le héros, fait en sorte d'être toujours invaincu lors de ces matchs. Alors c'est un match de rugby sur la planète Mars, ou le tour du monde, disons une partie de golf qui fait le tour de la planète en un seul trou, une chasse aux sorcières, voilà, quelque chose de jouissif avec une très belle postface de Michael Moorcock. Très beau texte. C'était donc un journaliste sportif. Journaliste sportif, et puis il faisait aussi des chroniques sur les émissions de télévision, la première télé de la BBC. Voilà, il vivait de sa plume. Et puis un beau jour, il a écrit tout de même trois romans, mais celui-ci est quand même, c'est un texte à part. C'est un texte de fiction, juste quelques nouvelles qui nous racontent ce monde complètement surréaliste, quoi, de types qui se moquent complètement de la vie et qui vont jusqu'à tutoyer les sorcières, quoi. Donc c'est vraiment très beau. Ça paraissait dans un magazine qui s'appelait Lilliput. Lilliput, ça a été une petite centaine de numéros sur quelques années à Londres, tout de suite à l'après-guerre. Et c'était une revue de bande dessinée, de reportages, de dessins. Voilà, c'était une sorte de fanzine culturel, mais de haut niveau. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir réunir toutes ces petites histoires, parce qu'en Angleterre, c'est ce qui s'est passé. C'est un livre qui a eu, à la fin de la collaboration de Richardson avec le magazine Lilliput, ils se sont dit, c'est dommage parce que c'était tellement particulier, tellement étonnant, ces aventures de ce petit bonhomme qui n'a jamais peur de rien. On va faire une édition, et régulièrement en Angleterre paraissent ce type d'édition. Et la dernière est vraiment très très belle, et c'était important de traduire ce texte, quoi. C'est quand même quelque chose de très particulier. C'est plein d'humour, évidemment, et puis ça nous fait partir sur des choses. Puis on apprend beaucoup aussi de la culture anglaise aussi. On est obligé de mettre beaucoup de notes, enfin beaucoup, quand même quelques notes, un très grand nombre, pour pouvoir expliquer quand même qui était tel ou tel personnage, parce que sinon on ne comprend pas vraiment l'humour. Le Richardson, c'est un humour très british, comme la définition qu'on peut entendre, quoi. Voilà, on est dans l'absurde total. Oui, tout simplement parce que ce qui nous
Alors déjà, d'un point de vue narratif, on aime quand même bien quand c'est dynamité. Voilà, on aime quand même bien tout ce genre d'expérience. Mais c'est aussi la façon d'aborder les sujets qui est quand même important. Et souvent, les auteurs qu'on met en avant, ils abordent des sujets, mais d'une façon un peu sur les marges ou avec un angle complètement différent, qui laisse une place assez importante à une certaine psychologie, un rapport très court entre le lecteur et le héros, les situations. Voilà. Donc en général, sont quand même des styles quand même assez rapides, très souvent, ou avec des jeux littéraires, des mises en abîme, des choses quand même qui voilà. Il n'y a pas du tout d'auteurs français contemporains? Non, il n'y en a aucun. Et c'est un choix ou c'est un... Oui, c'est un choix parce que bien évidemment, on pourrait monter une collection, mais bon, j'ai souvent l'impression que ça nous demanderait quand même un certain moment d'adaptation, une façon de faire pour pouvoir lancer ce genre de choses, quoi. Voilà, ça viendra peut-être, mais voilà. Il n'y a pas de seul principe. Et puis vis-à-vis de ça, il y a aussi beaucoup d'humilité, parce que il y a tout de même de grands éditeurs et de très, très bons éditeurs de littérature française, ils sont nombreux. Voilà.